Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. Et vous le savez, tous les jours, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ce regard à travers WattFM et également à travers True TV, votre télé interactive. Partageons une pensée de Mahatma Gandhi qui dit ceci: tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit des principes fondamentaux. Bonne méditation en cette journée du 23 octobre 2020. Bienvenue à cette dernière convocation du tribunal de l'actualité pour la semaine. Je suis Loukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Au siège, nous avons Ben Abougma et Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité, pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale. On n'oublie pas de dire un bonjour spécial à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 8h et les versions rediffusées sur la télé, 21h30, sur la radio, 22h temps universel. Et sans oublier que vous avez aussi la possibilité de nous suivre à travers nos plateformes, on va dire, digitales, sur YouTube notamment. Vous pouvez réécouter toutes les émissions, voilà, à travers, en tapant simplement tribunal de l'actualité sur votre moteur de recherche. Alors, ce matin, nous allons nous tabler sur le Forum national pour un scrutin apaisé qui a été initié à quelques jours donc de l'ouverture de la campagne électorale au Burkina Faso. Il est organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale avec l'accompagnement du système des Nations Unies au Burkina Faso. C'est un forum qui vise un objectif, œuvrer à ce que tous les acteurs impliqués dans ce processus parlent le même langage pour que, au soir donc du 22 novembre prochain, la démocratie burkinabé triomphe avec des résultats incontestables, dit-on. Et pour la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, le Burkina Faso d'ailleurs doit se féliciter de la conduite exemplaire de son processus à date qui favorise l'inclusion, le dialogue et le consensus, créant les conditions requises pour un scrutin apaisé, libre et transparent. On va y porter un jugement dès la première partie de cette émission, le tribunal de l'actualité. On parle là surtout aussi de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, mercredi, le gouvernement ivoirien a fait un geste en proposant des aménagements au niveau de la commission électorale indépendante CEI. Mais hier jeudi, on a vu aussi cette sortie de l'opposition qui a opposé une fin de non-recevoir donc et maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. Autre geste qu'il faut noter du côté du gouvernement ivoirien, c'est la possibilité d'une rencontre entre Ouattara et Bidié qui a été évoquée, en tout cas si on en croit au communiqué qui a été partagé, qui parle de la disponibilité du chef de l'État. Enfin, le gouvernement appelle l'opposition à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, en tout cas initié à cet effet. On va y porter un jugement dans la deuxième partie du tribunal de l'actualité. Voici les deux thèmes retenus pour ce jugement du jour. Juste après la virgule, vous allez entendre les juges au siège en guise d'avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité au programme Le Tribunal de l'actualité. Pour la première partie de l'émission, nous nous adressons au juge Ben Abougma pour entendre donc son ou ses avant-propos du jour. Deux avant-propos très rapidement. Le premier avant-propos est en lien aussi avec un des sujets enrôlés. Il s'agit de la présidentielle, mais cette fois-ci c'est la décision du Conseil constitutionnel qui est tombée. 13 candidats, il y a un qui ne partira pas finalement parce qu'ils étaient 14 au départ. Nous avions pensé qu'on allait avoir 14 comme en 2015 il y avait 14, cette année ça va être 13 parce qu'il y a M. Kindo du mouvement des intellectuels pour le développement qui a vu sa candidature être rejetée, donc l'homme des intellectuels n'a pas pu verser la caution selon ce que dit le Conseil constitutionnel. Donc on aura finalement 3 prétendants pour le trône de Kosiam. Donc naturellement on se donne rendez-vous le 22 novembre et puis puisque la prochaine grande étape c'est pratiquement le début de la campagne et c'est d'ailleurs dans quelques jours, c'est le 31, donc la campagne présidentielle qui va commencer. On aura 3 semaines de chaudes journées et pour terminer, donc le 22 novembre les Burkinabés iront choisir leur prochain président.
Donc c'était ça le premier avant-propos. Le second concerne la liberté provisoire obtenue par Jean-Claude Bouda devant la cour d'appel. Donc à travers la cour d'appel qui ordonne sa mise en liberté. Donc on attend maintenant de voir les commentaires qui vont aller. J'ai dit il y a une justice également à qui les Burkinabés font confiance quand ça se penche d'un ou d'autre côté. Mais bon, c'est une affaire qui est en justice. Et donc ici, c'est devant la cour d'appel qu'il obtient de la liberté provisoire. C'est sûr que il a saisi cette cour d'appel là pour pouvoir se faire octroyer cette liberté provisoire. Donc il y a eu beaucoup de commentaires quand il avait bénéficié de l'autorisation d'1 mois pour les soins. Il y a eu beaucoup de commentaires et puisqu'il est mis en examen, pour le moment n'est pas encore formellement inculpé, n'est pas encore reconnu coupable au terme de jugement. Donc il y a la présomption d'innocence et puis il y a les garanties prévues aussi par la loi en termes de liberté provisoire. Je dis bien, c'est vrai qu'on est habitué aux libertés provisoires d'hommes politiques qui sortent battre campagne. Certains avaient dit qu'ils sortiraient certainement, c'était pour aller battre campagne, mais bon, 30 jours c'était pas suffisant pour battre la campagne. Mais cette fois-ci, il a cette liberté de le faire ou de ne pas le faire, parce qu'il y en a d'ailleurs qui sont en liberté provisoire mais qui sont sur des listes pour être des députés à l'Assemblée nationale, parmi lesquels un ancien Premier ministre. Ainsi va la vie politico-judiciaire au Burkina Faso. D'accord, merci de nous partager ce regard sur l'actualité à travers 2 avant-propos. À présent, c'est au tour du juge de l'actualité au siège, donc, Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Moi, mon actualité va concerner le Nigeria. C'est vrai que souvent, le fait que nous soyons francophones, je ne sais pas si c'est un genre de des déformations. On est peu intéressé à l'actualité qui se passe dans les pays anglophones. Et on sait que le Nigeria, c'est quand même l'une des premières puissances du continent. Et depuis bientôt une bonne dizaine de jours, le pays est secoué par des violences d'une rare intensité. Et il y a eu des condamnations au niveau international sur l'escalade de cette violence. Et depuis, on parle de plus d'une dizaine de morts. Et mardi, ça a été vraiment la soirée la plus sombre, avec obligation pour les forces de l'ordre de tirer à balles réelles sur des manifestants, tant les manifestations aussi étaient violentes. Parce que lorsque vous écoutez un peu le bilan qui est fait, il y a eu quand même 2 policiers qui avaient été brûlés vifs dans un commissariat. Il y a une centaine de bus qui ont été brûlés, il y a des banques qui ont été attaquées, et je pense que il y a eu un coup-de-feu qui a été instauré dans, je pense, 9 ou 8 États sur les 36 qui comptent le Nigeria. Et puis Lagos, c'est là où tout bouillonne, où tout bout aujourd'hui, et c'est vraiment grave parce qu'on voit les quartiers des affaires desquels monte une fumée très noire, parce que il y a plein d'institutions qui sont brûlées et tout ce qui est édifice public est plus possible. Et puis il y a des axes qui sont majeurs qui ont été bloqués pendant près d'une semaine. C'est ce qui a même obligé les forces de l'ordre pour dégager ces messieurs-là à tirer à balles réelles, ce qu'on ne peut pas comprendre, ça c'est clair. Et puis il y a eu le mutisme et le silence assourdissant du président Buhari, dont la sortie était attendue depuis. C'est seulement hier qu'il a fait sa sortie. Et dans sa sortie, le ton s'est voulu ferme. Concernant les SARS, SARS comme on dit, qui sont cette police incriminée, qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en termes de violence policière, eh bien, il y a eu la décision ferme annoncée par le président de démanteler cette police-là. Maintenant, il dit que c'est pas parce qu'ils ont consenti cela que l'État est faible. Et il a l'impression que ses concitoyens ont compris en cette disposition rapide, sous la pression donc de la rue, de déconstruire les SARS, les populations ou certains Nigériens y ont vu une faiblesse de l'État qu'ils sont en train donc d'utiliser de la mauvaise des manières. Et même à l'endroit de la communauté internationale, Buhari a eu un mot aussi, je dirais pas dur,
mais qui n'était pas loin de cela, lorsqu'il dit que cette communauté devrait prendre le temps d'être en possession de tous les éléments pour émettre des avis, et que les avis soient éclairés en fait sur la question du Nigeria qu'ils ne maîtrisent pas forcément. C'est un peu le discours qui a été celui de Buhari. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on ne l'a pas vraiment entendu aussi sur la question de la répression qui a été quand même sanglante et qui a été très forte relativement à ces manifestations-là. Il se suffirait que des militaires seraient descendus même dans le Lagos. Il y en a qui ont partagé des vidéos. Est-ce que c'est vrai? La question reste posée, mais il y a des manifestants qui ont essuyé des tirs à balles réelles, et ça c'est une vérité. Est-ce que ce sont des forces qui ont été débordées? C'est beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, mais le géant nigérian est en train de tanguer, et ce n'est vraiment pas simple. Et c'est comme pour dire aussi que la question de violence policière qui aujourd'hui est beaucoup dénoncée, vous voyez ce que ça donne quelquefois comme conséquence aux États-Unis, avec, c'est clair, le prisme racial à travers lequel on ne peut cesser de regarder lorsqu'on parle de violence policière, notamment dans ce pays-là qu'est les États-Unis. Mais quand on parle du cas du Nigeria, bon, c'est entre Africains. Donc c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et puis eux aussi, ils ont un process avec beaucoup de police privée et tout. Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait revoir? Mais il y a la question, elle est posée aujourd'hui sur la table de Buhari. Il devrait y répondre parce que ce qui est aujourd'hui décrié, parce que très souvent c'est ça le problème. Ça commence avec un problème et puis il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer. Aujourd'hui on parle même de sa gestion, on parle même de sa gouvernance. Donc on est en train de quitter la violence policière pour commencer à dénoncer le pouvoir Buhari lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont sur sa table et il faudrait qu'il sache trancher, il sache élaguer ce dossier-là avec beaucoup de finesse. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des Nigérians qui ont beaucoup attendu, qui ont beaucoup encaissé et qui maintenant sont en train de tout vomir. D'accord. Vous disiez 2 avant-propos? Non, j'ai dit un seul. D'accord. Merci donc à vous de nous le partager à cette tribune, le tribunal de l'actualité. Alors, première affaire du jour enrôlée, on va parler donc de ce forum national pour un scrutin apaisé, puisque d'ailleurs le 21 octobre, on a vu lancer donc ce forum sur le processus en cours dans notre pays, le Burkina Faso, qui vise un objectif, voilà, œuvrer à ce que tous les acteurs impliqués dans le processus parlent le même langage pour qu'au soir du 22 novembre, la démocratie burkinabé triomphe avec des résultats incontestables, dit-on. Et on a pu voir donc à cette rencontre déjà tous représentés, acteurs étatiques en charge donc des élections, la CENI, on a vu les partis et formations politiques à travers des représentants ou des mandataires, on a vu aussi des représentants de la société civile burkinabé. Alors il faut aussi préciser que le rôle, plutôt le thème du forum, donc c'est rôle et responsabilité des acteurs politiques et sociaux pour des élections législatives et présidentielles apaisées. Et on a vu que c'est le chef du gouvernement burkinabé, M. Christophe Dabiré, qui a présidé donc l'instance et qui a salué l'organisation de ce forum. Et pour lui, les moments électoraux qui ont jalonné l'histoire politique récente et lointaine du Burkina Faso n'ont pas occasionné de troubles sociaux de nature à rompre durablement, on va dire, la paix à l'échelle nationale. Et on a vu également, en tout cas, le système des Nations Unies accompagner le processus. On va y porter un jugement à cette émission. Bernard, pour ce qui est déjà de la photographie partagée par le Premier ministre, qui parle donc d'un climat plus ou moins apaisé, qui ne parle pas donc de troubles qui ont occasionné une rupture profonde de la société burkinabé à l'issue donc de consultations électorales. Est-ce une photographie conforme à la réalité selon vous? Oui, mais le constat que je fais, si on arrive à une situation à quelques temps des élections, c'est parce que sur le plan de la réconciliation, on a péché. Pour ne pas dire pour le moment, c'est un échec par rapport au dialogue qui a eu lieu, parce que du fait du dialogue sur le plan social, il n'y en a pas eu. On a eu un dialogue gouvernement-syndicat qui ont d'autres problèmes à régler. À un moment donné également qui n'a plus eu lieu. Après, on a eu un dialogue politique, donc entre ceux qui sont aussi forts que ceux qui sont à la PMP. Il y en a qui ont refusé d'ailleurs de partir, il y a d'autres qui n'ont pas été conviés, qui se sont plaints. Et donc ce dialogue politique-là, c'est limité à régler les questions politiques qui les arrangent. Et puis le reste, c'est fini. Les organisations de la société civile ont attendu en vain. Là, on avait pensé qu'on aurait également un dialogue social qui puisse aboutir à un certain nombre de grands engagements à prendre de part et d'autre pour calmer
à la fronde sociale, pour calmer les ardeurs des uns et des autres et tenter effectivement de rapprocher certains acteurs. En ce moment, on allait aller sereinement et peut-être ce genre de rencontres, on n'allait pas envisager. Mais ça ne l'a pas été. Donc à l'approche des élections, il faut trouver des formules pour calmer les ardeurs, trouver des formules pour que les uns et les autres se parlent comme on le dit, et puis espérer que tout va bien se passer. Donc c'est le constat que moi je fais. Et j'ai dit que si on avait pris le temps effectivement de mettre un point d'honneur à ce dialogue-là, qui va au-delà du cercle des politiques, au-delà du cercle gouvernement syndical, pour embrasser d'autres filons, d'autres maillons de la société burkinabé, on aurait pu faire bouger les lignes sur un certain nombre de dossiers. Donc aujourd'hui, vous avez des Burkinabés qui se parlent mais qui ne s'écoutent pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas. Donc il entend parler, lui il finit, l'autre là en bout reprend sa trompette, il finit, et puis bon, comme la citation le dit, les dialogues politiques c'est une table ronde où chacun parle à tour de rôle sans écouter l'autre. Effectivement, on a l'impression que c'est des gens qui ne s'écoutent pas. Chacun veut prouver qu'il parle, donc haut et fort pour qu'on l'entende dire oui, lui là il parle, et puis bon, on passe à autre chose. Sinon, si ce processus avait été étendu, je pense quand même qu'on n'en serait pas là. Néanmoins, ce n'est pas tard de commencer à poser les jalons, et j'espère bien qu'après les élections, quel que soit celui qui va venir au pouvoir, on ne pourra pas continuer à se lancer des invectives, à faire semblant comme si on s'entend, comme si on est réconcilié, alors que vous avez des cœurs qui saignent, des cœurs qui sont endurcis, et puis un langage et le verbe burkinabé qui est devenu aujourd'hui très dur, et très armé, et plein de haine et de rancune. Donc après les armes et après les marches meetings sous la transition, il y en a qui avaient commencé à faire la promotion du désarmement verbal, qui avaient appelé de tous leurs voeux à ce que les Burkinabés désarment le verbe. Parmi ces personnes, il y a une qui siège aujourd'hui comme vice-président à la CENI, M. Bamogo, qui effectivement avait lancé cette initiative-là, parce que pour lui, entendre le Burkinabé parler, le verbe était très dur. Et si on ne désarme pas, ce n'est pas bien. Et donc, effectivement, vous écoutez les émissions interactives, vous regardez sur Facebook comment est-ce que les uns et les autres sont durs vis-à-vis également des uns et des autres. Parfois, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent ni personne, ni d'Adam, ni d'Ève, mais parce que la personne assume des responsabilités publiques en tant que président des partis ou autre. Pour peu que je ne sois pas de son parti, ou que je sois dans son parti, mais mon mentor n'est pas dans les bonnes grâces du président, c'est parti. Mais c'est la totale. Donc vous regardez, au niveau du MPP, ils se clashent entre eux. Au niveau de l'UPC, c'est pareil, surtout avec ses départs. Au niveau du CDP, c'est pareil. Maintenant, entre partis, là même, c'est encore plus grave. Si vous avez la malchance ou la chance d'incarner également des responsabilités publiques autres que les responsabilités politiques, tout est scruté et le faux pas n'est pas permis. Donc, mais qu'on dise que des gens... On attend mieux d'hommes, oui, mais parfois le verbe est tellement dur et vous posez la question de savoir, il y a un autre problème ou bien c'est ce seul problème-là seulement. Donc il faut que les Burkinabés se parlent, apprennent à se respecter sur le plan langagier, mais aussi apprendre à tenir compte d'un certain nombre de choses. Mais là, vraiment, on a un effort à faire en termes de désarmement verbal, comme certains le disent. Là, véritablement, on a un chemin. Alors, Geoffroy, c'est vrai que vous avez déjà eu un avant-propos sur, on va dire, la pertinence de la tenue de ce forum national sur un scrutin apaisé, mais beaucoup aussi se sont posé la question à savoir pourquoi avoir attendu autant de temps, sinon la question est donc à l'orée des élections pour commencer à avoir ce discours rassembleur, alors que le temps, toute l'année 2020, nous a donné le temps de nous diviser sur des questions à la fois politiques ou des questions sociales. Est-ce que pour vous, le gouvernement burkinabé a manqué le coach pour parler en termes de vivre ensemble, de cohésion sociale? Non, moi je ne poserai pas peut-être le problème comme ça. Nous sommes à on va dire 10 jours, en gros 9 jours du lancement de la campagne, et il est de bon ton que dès maintenant, ils se parlent. C'est-à-dire vous serez parlé, je sais pas, il y a 1 an, il y a 2 ans, avant ce moment-là qui est important, qui est fatidique.
vous allez encore devoir vous parler quelque temps avant. Et puis je pense que la question aussi du discours politique et de son apaisement, ce n'est pas la première fois qu'elle est centrale dans un débat, ou elle est centrale dans une initiative, notamment du gouvernement. C'est des choses qui viennent de façon perpétuelle. Maintenant, pour moi, il y a le discours et il y a la sincérité. Parce que pendant tout le temps, sur d'autres questions, parce qu'aujourd'hui, ça sera choisis-moi parce que je suis la meilleure solution, mais pendant toutes les années antérieures, c'était écoutez, ça c'est comme ça qu'on fait, moi j'ai décidé que ce soit comme ça, l'autre vous dit que non, vous faites mal, et puis après c'est des coups en dessous de la ceinture, on ne comprend plus les arguments et on a l'impression qu'on est allé sur un autre problème. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Et puis sur certaines questions, on a vu le parti au pouvoir, c'était un parti d'opposition se lancer des flèches, et à un moment donné, c'est même l'opinion nationale qui a commencé à dire mais écoutez, est-ce que les gens là ne vont pas un peu loin? C'est ça, c'est ça la réalité aussi quelquefois de la façon dont on fait la politique ici. Maintenant, il y a la première question que vous posiez à Bernard Bougouma sur l'assertion du Premier ministre. Oui. Dire que nous, quand on regarde le Burkina en matière de violence, quand même, on n'a pas encore dépassé cet stade. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, ça dépend de quelle violence dont on parle, parce que si c'est du point de Halter qui dit que la violence commence où les paroles s'arrêtent, on peut le comprendre ainsi. Mais Gandhi disait que la haine, c'est la forme la plus subtile de violence. Mais la haine, elle se transporte pas par des coups de poing forcément, mais par des mots. Et la période de la campagne électorale est souvent aussi la période de violence langagière. C'est une forme de violence. Maintenant, aux acteurs de cette scène politique de comprendre qu'on n'est pas tous forcément au même niveau. On n'est pas tous au même niveau de compréhension. On n'est pas tous à prendre les choses au second degré ou au troisième degré. Il y en a qui les prennent terre à terre, il y en a qui les prennent au premier degré, il y en a qui ne comprennent pas que quand M. X, qui est président du parti politique, lors d'un point de presse, a des propos virulents à l'endroit d'un autre parti politique, le même soir ils s'asseyent et puis ils boivent un vin ensemble. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ce qu'ils retiennent, c'est vos antagonismes sur la scène publique. Ce qu'ils retiennent, c'est les propos virulents que vous envoyez devant tout le monde. C'est cette haine affichée comme un popcorn qu'ils font macérer en eux et tout. Mais après, vous n'avez pas forcément comment dire cela, vous n'avez pas l'impact que vous voulez. Tout ce que vous avez réussi à créer, c'est des clivages et non des positions sur des avis. Le problème aussi souvent c'est ça en politique. Est-ce que vous ne vous trompez pas en prenant, on va dire, les dérives langagières pour de la haine? Est-ce qu'on est dans cette intensité véritable où on peut parler véritablement de haine entre les acteurs politiques au Burkina Faso? Non, on entendait parler des dérives. Vous avez plusieurs fois mentionné haine. Je ne parle pas de pic. Je parle de dérives. Cette dérive est l'expression d'une haine réelle que vous jugez? Non, mais le problème, ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Mais vos mots transpirent et transportent certaines émotions que des profondeurs ou des militants écoutent et qui ravivent chez eux certains éléments que vous ne pouvez pas rattraper. Si votre discours véhicule une haine, c'est ce qui sera partagé par le plus grand nombre. Alors qu'on est dans une période qui, pour moi, est un virage qu'il faut savoir négocier. Ou, pour peu, les gens se rentrent là-dedans. Donc, il faut savoir mener le débat, qui est celui de pouvoir poser l'argument sur son programme. Et non, à un moment donné, lorsque vous êtes en petit groupe, parler de l'ethnie. Lorsque vous êtes en petit groupe, aborder des questions qui n'ont rien à voir avec l'argument électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est subtilement, et souvent c'est ce qui se passe, c'est des propos qu'on n'assume plus après, mais qu'on a vraiment tenu en aparté, qu'on a vraiment tenu parce qu'on se disait qu'on était dans un petit village, qu'on parlait dans son patois et qu'on était avec les siens. Ou le langage c'est comme si le pouvoir c'est pour nous, ou bien celui-là ne le mérite pas. Juste pourquoi? Parce que de sa naissance il ne devrait même pas l'être. Comment est-ce que vous appelez ça, vous? C'est des dérives et c'est grave. Et ça, c'est des propos qu'on ne doit pas avoir. C'est de ça que moi je parle. Sinon, ce n'est pas forcément des coups de poing. Mais il ne faut pas entretenir certaines choses. Pour moi, c'est de ça qu'il est question. Et
on va encore suivre. Nos hommes politiques, nous, au niveau de notre rédaction, on a déjà fait le dispatching pour ce qui est des journalistes qui iront, selon certaines périodes, sur tel parti politique candidat. ou tel candidat et ceci et cela. Mais quand on reviendra, on sera toujours dans la même, on sera toujours dans la même réalité où le monsieur vous diffusez, pas que vous diffusez quelque chose, l'élément prend la toile parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, de façon responsable, souvent il y a des choses qu'on ne peut pas diffuser. Mais vous avez le monsieur qui l'a dit, quelquefois vous y étiez, et le monsieur dit qu'il n'a jamais dit ça. Mais parce qu'il était convaincu que à l'instant T, pour son marketing politique, c'était bon. Donc, à gauche déployée, il le dit, et puis ça arrive, et puis on se lève, on s'en va. Je pense que ce qu'on pense qu'on a comme valeur et ce qu'on pense qu'on ne peut pas dire devant tout le monde parce qu'on sait que c'est clivant et on sait les conséquences que cela a, on ne vient pas le dire en aparté, juste parce qu'on est avec les siens et parce qu'on est dans un discours propagandiste ou démagogue. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et à la vérité aussi, il faut reconnaître qu'on a des citoyens qui sont sur la question quand même assez avertis. On a des gens qui ont tenté de petites phrases, ça les a rattrapés à Ouagadougou ici. À la limite, ils ne se sont pas excusés. Ils ont tenté d'abord d'expliquer la phrase. On leur a dit, monsieur, votre mot là, il est inapproprié. Bon, à la fin, on a eu des excuses et puis on a continué. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est ce discours. C'est pour ça que je vous invitais à faire le distinguo entre dérive, parce que dérive, c'est pas forcément pensé, c'est pas sciemment calculé, et haine. Et la haine, c'est quelque chose qui est nourri, dont l'expression est désastreuse finalement. C'est pour ça que je vous invitais à faire le distinguo entre ces deux notions. Non, mais pour moi, tout ce qui est intentionné et qui est de l'ordre du mal, ça veut dire que vous le faites sachant que ce n'est pas bien. Vous savez que ce que vous êtes en train de donner comme discours, il est clivant. C'est une haine que vous êtes en train de distiller. Il n'y a pas 36 façons d'appeler la chose. Lorsque vous êtes dans une communauté et vous prêchez que cette communauté est supérieure aux autres, vous pensez que vous êtes en train de faire quoi? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y a véritablement des cas où on l'a dit publiquement et à haute et intelligible voix? Ce sont des réalités que tout le monde sait, mais c'est pas exprimé de telle ou telle façon. Vous dites des réalités que tout le monde sait. Oui, on ne peut pas nier ce que vous dites, ça c'est vrai. D'accord. Mais je dis, c'est pour ça quand on a ce type de forum là et que les politiques se disent des choses, il faut qu'ils se disent la vérité aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, parce que c'est le sujet enrôlé ce matin, il ne s'agit pas de dire que chez nous il n'y a jamais eu de violence, chez nous il n'y a pas ceci, chez nous il n'y a pas cela. Mais ceux qui y sont arrivés, c'est avec ces petits discours là. C'est comme ça que ça a commencé. Celui-ci n'est pas ceci, celui-ci ne vient pas d'ici, celui-ci est ceci, celui-ci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus la question de qu'est-ce que vous offrez pour pouvoir sortir le pays du problème dans lequel il est. On a su quelle question, qu'est-ce que vous offrez. Le débat, ça devient plus là. Quand le débat n'est plus ça, tout ce que vous avez après, c'est des discours clivants. Tout ce que vous avez après, c'est très loin du processus de la démocratie que nous voulons, où on vient entretenir X et Y sur notre offre, ce qui est écrit dans notre programme. Sur la question de l'économie, voilà ce que je pense que je peux faire. La question de l'emploi des jeunes aujourd'hui, voilà ce que je pense que je peux faire. Sur la question de la sécurité, voilà quand je viendrai les premières actions que je vais avoir à mener. Et sur 6 mois, voilà d'autres actions que je mènerai. Sur d'autres questions, aujourd'hui la question des mines, on dit que bon, ça ne rapporte pas vraiment au Burkina comme on voulait que cela se fasse. Pourquoi? Il y a des localités qui estiment que bon, chez nous, on a des mines. Pourquoi est-ce qu'on est les parents pauvres pour ce qui est de la redistribution? On ne peut pas comprendre. Voilà ce que je pense que je vais faire. Sur la question du foncier que nous avons abordé la dernière fois, voilà ce que je pense que je peux faire. C'est ce débat-là qu'on veut. Mais quand l'argumentaire devient tout autre, lui, comme il est trop petit, là, il ne peut pas. Ou même il est trop gros, bien c'est ceci, c'est cela. Je ne veux pas dire certaines choses, c'est pour cela que j'emploie ce type de caricature-là. D'accord. Et alors, ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on se dise. D'accord. Bernard, on sait qu'il y a bien d'organisations au niveau international qui accompagnent donc le Burkina Faso dans la maturation de sa démocratie. Et à l'occasion de ce forum, on a vu la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso qui a pris la parole. Elle dit qu'elle peut féliciter le Burkina Faso pour, en tout cas, le processus et la conduite exemplaire de son processus électoral. C'est un propos que beaucoup ont donné à interprétation
pour beaucoup, on est en train de caresser le Burkina Faso dans le sens du poil. Pour d'autres, c'est bien un exploit, un mérite qu'il faut savoir reconnaître et souligner. Quelle est votre appréciation? Justement, en fait, pour ce genre d'avis-là, je suis un peu partagé entre soit des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes ou n'ont pas confiance en leur cadre, n'ont pas confiance en ce que leur pays peut faire mieux, soit des gens qui demandent de l'excellence. Et je m'inscris dans la logique de ceux qui cherchent à ce qu'on soit mieux que ce qu'on voit. Sinon, ce n'est pas qu'en termes d'exemple, notre pays ne soit pas parmi quand même les exemples. Il y a eu des limites, des écueils de par le passé, mais quand même, il y a de l'amélioration. Je dis il y a de l'amélioration parce que franchement, j'ai eu la chance de côtoyer certains Burkinabés à l'international, qui se vendent en griffe à l'international dans le domaine électoral, qui ont apporté une grande expertise dans beaucoup d'élections. Le professeur Augustin Loada, le maître Barthélemy Kéré, ancien président de la CENI, Adam Régis Zougmore, ancien commissaire de la CENI, il est formateur bridge, Madame Véronique Kando, ancienne vice-présidente de la CENI, issue du CDP, qui était commissaire à la CENI. Elle a comme on appelle ça, elle aussi, elle fait partie des formateurs de bridge. Et bien d'autres au niveau du Burkina. Luther Yamégo. Ils sont très nombreux qui ont cette expertise-là à revendre au plan international et effectivement qui ont réussi à aider d'autres pays. Maître Barthélemy Kéré a été sollicité au Gabon. Et le professeur Augustin Loada, j'oublie d'ailleurs le pays où il avait été sollicité. Donc, en fait, il y a cette expertise-là. Là, il ne faut pas qu'on se voile la face. Et on a aussi une CENI qui a une longue expérience par rapport à d'autres pays qui sont venus prendre l'expérience burkinabé pour effectivement y aller. Donc, je dis, on a une CENI quand même expérimentée, je dis qu'il y a ses forces et ses faiblesses, mais je dis je comprends ces personnes-là parce qu'on veut mieux. Donc c'est la quête de l'excellence. Donc de fait de Burkinabés qui sont durs vis-à-vis d'eux-mêmes, qui sont exigeants ou qui ne font pas confiance en l'expertise locale, il peut en avoir, mais je pense aussi que c'est l'exigence qualité qui fait qu'on est si dur. C'est comme ça moi je résume la chose pour mieux comprendre. Sur certains aspects, par rapport à nos dirigeants, par rapport à certaines institutions, parfois on en fait trop. On est sous ça, je le dis. On est suffisamment très dur et parfois pour rien. On n'a même pas la bonne information. Mais je dis, c'est la quête de l'excellence. C'est quand même le pays de Thomas Sankara. C'est quand même le pays qui, au niveau de la sous-région, a été pionnier dans certaines choses. La radio, la télévision. Le Burkina a été pionnier dans ça. Donc il y a aussi cette réalité à prendre en compte. Donc on est exigeant en termes de qualité et je pense aussi que c'est bon à prendre. C'est bien d'être exigeant. Mais quand c'est bon aussi, il faut dire que c'est bon. Mais quand le Burkinabé dit c'est bon, il dit c'est bon et puis en même temps il ajoute je te tiens à l'œil. Même quand il félicite, il met un bémol. Il ne félicite pas jusqu'au bout. Surtout au Burkina, il y a des ethnies carrément qui vous disent qu'on ne félicite pas un enfant parce qu'il cultive bien. Si vous le félicitez parce qu'il cultive bien, soit il va se blesser parce qu'il sera très content, l'orgueil va prendre le dessus, soit il va se blesser, ou bien même il va cultiver et puis confondre les semis aux herbes parce qu'il est tellement gonflé à bloc qu'il va commettre des impairs. Voyez-vous dans quelle mentalité on est. Et donc même quand c'est bon, il ne félicite pas. C'est quand c'est pas bon qu'il parle. Et donc, ceux qui observent la société burkinabé vous disent que quand vous faites quelque chose que le Burkinabé vous dit rien, c'est que c'est bon. Mais quand c'est pas bien, là, il saute là-dessus. Donc, il y a aussi notre culture qui est pour quelque chose. On félicite rarement ou on ne sait pas féliciter. Regardez les entreprises. On ne sait pas reconnaître les mérites. On ne sait pas reconnaître les mérites. Il faut regarder les entreprises burkinabé. Regardez comment le mérite est reconnu, valorisé, salué, félicité. Il faut regarder. Faites le constat d'hommes et de femmes qui se tapent un boulot, mais n'attendez pas un jour que le patron vous dise face en face félicitations, vraiment je suis fier de toi parce que tu me fais un bon boulot. Non. Parce que si tu t'amuses à lui dire ça, il va commencer à prendre la tête. C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est cette culture-là aussi qui nous colle à la peau. Et également, il faut savoir reconnaître et puis faire avec. Donc, si vous êtes à des responsabilités, n'attendez pas que le Burkinabé vous encense forcément. N'attendez pas forcément. D'accord. On va permettre à Geoffroy de réagir aussi. La conduite donc du processus électoral burkinabé qui a été félicité par le système des Nations Unies, ne va-t-on pas vite en besoin parce que là nous sommes au début de quelque chose puisque le point d'ordre c'est bien sûr ces élections
Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour féliciter, pour avoir une standing ovation à l'endroit donc de l'organisation des élections au Burkina Faso? Bon, pour ceux qui le pensent, pourraient au moins accepter que c'est une félicitation d'étape. Au moins c'est ça. Il y a un travail qui a été fait. Et puis, quand vous regardez, il y a un audit au moins qui est venu et tout. Il y a un comité ad hoc qui a été mis sur place. Donc, et on sait un peu d'où on vient. C'est pas que ça s'est passé comme un long fleuve tranquille. On a vu la question des Burkinabés de l'extérieur, les nombreux débats qu'il y a eu là-dessus. Il y a eu, même au sein de la CENI, avec son président Newton Ahmed Barry, de nombreux problèmes en interne sur sa personne, sa façon de travailler avec les autres. Tout cela a été mis en question. Il a été même interpellé même sur des plateaux de télé, il a expliqué. Maintenant, on a encore eu des problèmes sur un certain nombre d'éléments, sur sa vision même et ses choix. On a parlé hier de la question de la carte nationale d'identité avec ce qu'il entrevoyait en termes de complémentarité avec sa structure et tout. Donc les données de l'ONI qui n'avaient pas forcément été vues de la même façon. Mais à chaque fois, il y a eu le débat. Et à chaque fois, on est sorti par le haut. Et après, on a eu le fichier. Il y a l'opposition qui a demandé, bon, il faut que ce fichier-là soit audité. Il y a eu l'audit du fichier. On a eu les résultats qui nous ont été donnés. Il y a de bonnes performances, mais il y a encore des insuffisances. On a expliqué pourquoi il y a des insuffisances. Il y a des recommandations qui ont été faites. Je dis, quand vous regardez tout ça, au moins, s'il y a une félicitation, on ne va pas parler de vite en besogne. Parce qu'on peut féliciter aujourd'hui et puis demain condamner et bien dénoncer. Mais au moins, il y a une félicitation. Pour ceux qui feront la fine bouche, acceptons au moins que c'est une félicitation d'étape. Parce que pour l'étape à laquelle on est, je ne suis pas celui qui préfère, pour se mettre en valeur, prendre l'exemple du pire. Où on va dire, oh, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu en Guinée, c'est encore pire que ça. Non. Même par rapport à l'histoire même du Burkina, par notre histoire à nous, il faut reconnaître qu'on fait des pas de géants. Il y a un fichier qui s'assainit. Il y a des acteurs qui, même si quelquefois ils sont dos à dos, arrive le moment où ils se rendent compte que, bon, que chacun fasse un petit tour de la tête, se regarder, et puis on va voir si après on peut se retourner et puis se parler. On a vu une opposition et une majorité quelquefois. Les citoyens qui ont dit, ah, monsieur, là, il veut nous faire harakiri parce que comment une majorité et opposition arrivent à s'entendre? Quand c'est des petites choses comme ça c'est le travail. Maintenant, quand ils sont en train de il y a des bagarres de chiffonniers, on dit non, les politiciens, c'est le travail. Tout le temps, c'est des bagarres. En fait, à la fin, c'est ça. Quand il faut se parler, ils se parlent. Quand ils savent que la situation est arrivée à une étape d'implosion, on crée un cadre et puis on commence à se parler. Donc vous approuvez donc cette félicitation d'étape. C'est ce que je veux dire. Au moins, ça, c'est des choses qu'il faut reconnaître. Maintenant, le plus important, il y a à reconnaître ce que vous avez fait comme travail. Et derrière ça, il y a le respect. Maintenant, je me rappelle cette phrase de Denzel Washington parce que moi, j'aime bien regarder ses films. Il disait à son fils, dans la vie, il ne faudrait pas attendre qu'on t'aime. C'est pas ça le plus important. Ce que tu dois réclamer des autres, ce n'est pas qu'on t'aime, mais c'est le respect. Et le respect, on l'acquiert dans le travail. C'est pas aimer la CENI, c'est pas aimer la tête de ceci ou de cela. C'est respecter le travail qui a été fait. D'accord. Au moins, c'est du bon travail. Je reste avec vous parce qu'il y a un autre point. C'est le rôle et la responsabilité donc des acteurs qui a été interpellé ici à travers ce forum. On a vu le Conseil constitutionnel qui a rendu en tout cas sa liste définitive pour ces élections, 13 candidats partant. Bernard en a fait un avant-propos. Est-ce qu'on peut dire que sa part de contribution pour ces élections a pesé parce que malgré tout, ça n'a pas donné lieu à des débats ou à des interprétations diverses comme le cas de la Côte d'Ivoire où certains ont vu le Conseil constitutionnel comme un instrument aussi de la division. Est-ce qu'on peut dire que le Conseil constitutionnel ici au niveau de Burkina Faso a joué sa part de responsabilité? Il a fait son boulot. Parce que ce que vous faites, c'est quoi? C'est regarder les tests, regarder les éléments, ça dit quoi? Est-ce que lui les remplit? Est-ce que lui les remplit pas? Et puis bon, on donne les décisions. Maintenant, bon, vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi la réalité. Quelqu'un qui est condamné, est-ce qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle? Ils ont des tests qui disent que c'est pas possible. Comme un peu partout d'ailleurs. Maintenant, vous allez... Parce que ça sera quand même gros que des gens qui soient condamnés, on leur permet d'aller compétir pour des présidentielles. Il y a un problème.
Ça, c'est un élément. Et puis, deuxième élément, pour moi, le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais avant, il y a une justice aussi qui a fait un travail, qui a condamné. On va dire non, ils ont condamné parce qu'on savait qu'il y aurait des élections. Et pour finir, on dit quoi? Il y a toute une machine qui est à la solde et à la merci de quelqu'un. C'est le débat ailleurs. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a un Alassane Ouattara qui est très fort, mais qui utilise les institutions pour pouvoir verrouiller un certain nombre d'éléments et se créer un boulevard. Maintenant, ça, il faut pouvoir le prouver. Il faut prouver qu'il a une justice qui est à sa solde, il a des institutions qui sont à sa solde et qu'on ne peut pas lui dire non. Mais ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le disent. Vous parlez de justice, au niveau du Burkina Faso aussi, il y a un cas, Yacouba Isaac Zida, dont on dit poursuivi par un mandat d'arrêt international. Le voilà qui est candidat. Mais lui, est-ce qu'il a été jugé et condamné? Je pose la question. Est-ce qu'il a été jugé et condamné dans une affaire? Elle peut être pendante, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas un coupable. Vous prenez Gbagbo, coupable, 20 ans de prison. Soro Kibafouri, coupable, 20 ans de prison. Zida. Mais il est poursuivi quand même. Si les suspicions qu'on a sur vous et qui ne sont pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas avérées, mais qui n'ont pas été prouvées et sur lesquelles il n'y a pas eu de décision, devraient vous enlever de droits, un certain nombre de droits. Il y a un problème. La présomption d'innocence, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le principe aussi. La présomption d'innocence, ça veut dire qu'on ne vous enlève pas vos droits tant qu'on n'a pas prouvé que vous ne devrez plus les avoir. Je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Ils ont fait leur boulot, ils ont donné une liste de 13 personnes. Maintenant, les Burkinabés vont faire leur choix. Et vous voyez, c'est sorti depuis hier quand même. Tout le monde l'a partagé un peu dans son inbox et tout. Mais on se réveille ce matin, il n'y a pas de grande contestation comme vous le dites. Maintenant, bon, à partir du 31, je pense qu'on pourra apprécier encore plus la liste. Parce que, comme vous regardez, bon, j'espère qu'on n'aura pas de campagne par contumace. Bernard, sur le cas Zida, est-ce que ce ne sont pas les soucis, les raisons de préservation du climat social qui ont aussi motivé le Conseil constitutionnel à maintenir sa candidature? Parce que si on avait voulu l'écarter, on aurait bien d'arguments pour justifier. Et donc, à vous entendre parler aussi, c'est comme si on écartait la candidature de Zida, c'est la fin du Burkina, quoi. C'est la question que je me pose. C'est des critères que le Conseil supérieur, le Conseil constitutionnel travaille sur la base des textes clairs. Si les textes éliminent Zida, il sera éliminé. Si les textes ne l'éliminent pas, il ne sera pas éliminé. C'est ce que nous sommes. C'est dans une telle situation que nous sommes. Mais si on peut aller dans le sens de dire que c'est parce qu'il y a un risque de climat social, c'est comme s'il y a eu un arrangement avec la loi. En ce moment, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que s'il faut sacrifier la loi sur parfois ces genres de considérations, ce n'est vraiment pas évident. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement cela. Les candidatures ont été rejetées. Pour vous, c'est la loi qui a été, le droit qui a été dit. Je me fonde sur la bonne foi du Conseil. Il n'y a pas eu de grâce de la part du Conseil constitutionnel. Oui, et puis je me fonde sur la bonne foi du Conseil constitutionnel. Et même mieux, c'est parce que nous sommes au Burkina, dans d'autres pays, ceux qui sont en liberté provisoire ne battraient pas campagne. J'ai dit, il y a une tolérance du Burkinabé qu'il faut reconnaître, mais comme c'est chez nous, on n'est pas enclin à reconnaître un certain nombre de choses. Regardez en Côte d'Ivoire. Même sur la liste, on ne veut même pas les voir sur la liste électorale. C'est supprimé. Donc, les textes ne sont pas les mêmes, les réalités sociopolitiques ne sont pas les mêmes. Le couloir par lequel les Ivoiriens sont passés, c'est différent au Burkina. Le Mali, c'est différent. Le Niger, c'est différent. La Guinée, c'est différent. Donc chaque pays a son expérience sociopolitique et son histoire. Et donc, qui fondent maintenant l'agir d'aujourd'hui. Ce qui fait que, même pour se comparer aux autres, il y a des éléments que vous ne pouvez pas comparer de but en blanc parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, si notre loi n'empêche pas Zida de faire acte de candidature, malgré qu'il y a effectivement un mandat qui pèse sur sa tête, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si aujourd'hui, notre loi, le droit positif, permet à quelqu'un qui est bénéficiaire d'une liberté provisoire de battre campagne et même de se faire élire, vous voulez que nous dise quoi? Quand il y a eu l'affaire Guiro, l'affaire est allée devant les juridictions, ça n'a pas prospéré. Il n'est pas reconnu coupable. Il y a la présomption d'innocence. Donc, il pouvait. Il a été. Et ce n'est pas le premier cas. Et on continue là-dedans. Donc, il y a aussi à reconnaître que
Voilà, les lignes ont bougé. Mais je ne crois pas que c'est par crainte du climat social que la candidature de Zida a été retenue. Parce que je ne crois pas aussi que si sa candidature n'avait pas été retenue, on allait avoir des échauffourées à Ouagadougou. Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord. Merci à tous les deux pour cette lecture sur la tenue de ce forum national pour des élections apaisées au Burkina Faso. On reviendra certainement les jours à venir avec les initiateurs pour apprécier les conclusions de ce forum. Alors, en 10 minutes, on va parler de la Côte d'Ivoire où le gouvernement ivoirien donc a posé quelques gestes symboliques à l'endroit, sinon dans le sens de l'apaisement aussi du climat social dans ce pays. D'abord, on parle de la possibilité d'une rencontre entre le président Ouattara et son frère Bédié, qui a été évoqué. En tout cas, un communiqué du gouvernement parle de la disponibilité du chef de l'État à un dialogue. Et aussi, on a vu en tout cas un geste qui propose des aménagements au niveau de la commission électorale indépendante. Et puis, en réaction, on a vu l'opposition à travers donc celle constituée actuellement qui oppose une fin de non-recevoir donc à cette main tendue. Elle maintient ce mot d'ordre de désobéissance civile alors que le gouvernement en appelait donc à sa levée. Quel est le jugement qu'on peut y porter à cette évolution de l'actualité ivoirienne? Commençons par Geoffroy Vaha. Les propositions déjà pour les aménagements au niveau de la CEI, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on est à combien de jours de ces élections-là? C'est quoi, 10 jours ou est-ce qu'il reste encore plus? Non, c'est le 31, nous sommes aujourd'hui Nous sommes le 23. Au 23. Bon, donc, disons, on a une semaine. On a une semaine. On a une semaine. Qu'est-ce que ça va changer de façon majeure? Je pense que c'est Alassane Ouattara qui fait feu de tout bois pour donner le gage du caractère inclusif de ces élections, en ayant au moins un poids lourd qui accepterait de venir avec lui compétir. C'est vrai que Kakabe, c'est pas une insulte, mais Kakabe, à la réalité, c'est pas la machine du PDCIDA qu'on connaît, c'est pas aussi la machine d'un FPI ou quoi que ce soit, ou la renommée d'un FPI, c'est pas la même chose. Donc, Alassane tente toujours d'avoir cette possibilité-là qu'il y ait quelqu'un qui vienne continuer de compétir avec lui. Ça donnerait plus de crédit à ce processus-là. Et puis celui qui sort vainqueur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que ce soit lui, soit grandi au moins parce qu'il n'y ait pas eu qu'un KKB en face et puis c'est fini. Et puis en même temps aussi, il y a une désobéissance civile qui est en train de gagner du terrain et qui devient des plus dures. Vous êtes en train de voir, on se posait la question il y a encore quelques semaines, quelle forme cela allait prendre. Ici, on a toutes nos réponses. C'est empêché par tous les moyens que les élections se fassent vraiment, ou bien que ça se fasse de la meilleure des façons. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et s'il y a la possibilité de créer une petite fissure dans ce bloc de l'opposition qui est en face là, Alassane ne va pas s'en priver. Et c'est ce qu'il est en train de tenter. Et l'un des gros morceaux, c'est bien Bédié. Et vous savez qu'il se suffit, c'est Jeune Afrique. Maintenant, je prends souvent aussi les informations avec des pincettes, que Bédié il était quand même très indécis. C'était dans l'opposition ou dans le non au troisième mandat ou le non à l'élection pour le 31 octobre. Et il était parmi ceux qui étaient vraiment un peu vacillants, qui n'étaient pas qui paraissaient pas très 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 décidés, donc, et qui selon certaines rumeurs avaient encore gardé quelques possibilités. Maintenant, est-ce que c'est pas cette carte-là que Alassane est toujours en train de jouer? Mais aujourd'hui aussi, on se rend compte que ça sera très difficile. Ça sera difficile d'autant plus que Bédié, il a lancé ce mot d'ordre. La Côte d'Ivoire a déjà commencé à compter son nombre de morts. C'est quel capital sympathie vous aurez à l'endroit de personnes que vous avez lancées dans la rue et avec lesquelles on enregistre un certain nombre de morts? Quel capital sympathie vous pouvez garder si vous décidez de faire volte-face et aller à ces élections? Des élections au cours desquelles vous n'avez pas vraiment battu campagne. Ça, c'est une réalité. Et un clivage que vous avez créé qui vous a enlevé certains membres qui sont déjà de l'autre côté. Quand vous revenez, vous venez faire quoi? C'est-à-dire que vous avez fait un combat inutile. Vous avez saigné, l'autre a saigné, ils ont fait saigner le RHDP, c'est vrai, mais le PDC aussi en a pâti. Et tout ça pour revenir encore à des élections sans avoir fait campagne, en s'étant décrédibilisé en disant boycott actif, et puis à quelques jours dit on va venir faire campagne. C'est des choses qui peuvent arriver peut-être, mais ça serait un calcul qui sera probablement celui d'une forte erreur pour Bédié et fort de conséquences.
Mais on sait aussi que parmi les revendications de l'opposition, il y avait la question de la CEI. Aujourd'hui, si c'est une question qui peut être résolue, on peut bien espérer. Mais qu'est-ce que ça vaut une semaine avant c'est même pas encore une semaine avant les élections. Il y a un problème. En même temps, il y a beaucoup d'eau qui est passé sur le pont. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui. L'interpellation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est pas aujourd'hui. Donc, je pense que Alassane tente tout pour au moins faire venir l'un d'eux, que ce soit Afi, que ce soit Bédié, dans cette compétition. Et puis c'est de bonne guerre pour Alassane. C'est de bonne guerre pour Alassane. Et il montre aussi aux yeux du monde qu'il n'est pas fermé. Et que ceux qui sont fermés, c'est bien l'opposition. Il y a aussi derrière ces positions-là quelque chose de politiquement marketing et qui essaie de démontrer aux uns et aux autres que c'est moi qui suis ouvert, c'est les autres qui sont fermés, c'est pas faux. Ben Abouma, Alassane Ouattara qui se montrait déterminé, inflexible sur ces questions-là, aujourd'hui qui laisse entrevoir des ouvertures. Est-ce que ce n'est pas finalement des signes de faiblesse ou bien un calcul qui pourrait ne pas être à sa faveur? Deux choses. Signes de faiblesse, oui, mais aussi il y a eu la mission de la CEDEAO qui a rencontré les acteurs. Et quand Ahmed Bakayoko rencontrait les partis, y compris les partis d'opposition, c'est avec des représentants de la CEDEAO sur la même table. Donc je pense que ce sont ces discussions-là qui ont abouti à ce que Alassane fasse des concessions entre griffes, qui sont entre autres l'intégration d'une 5e personnalité au niveau de la commission centrale de la CEI, au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI de la même CEI, et ensuite la recomposition des CEI locales. Et ça a été demandé par l'opposition. La recomposition des CEI au plan des commissions locales, la réorganisation de l'actuel CEI, la dissolution du Conseil constitutionnel, qui est un point également demandé. Et l'autre grand point, c'est le retrait de la candidature d'Alassane. Et aujourd'hui, ce qui les regarde, ce n'est pas forcément d'ailleurs cette recomposition de la CEI, c'est aussi le retrait de la candidature d'Alassane. Parce que B86, c'est que si Alassane se retire, il y a de fortes chances aussi que lui soit élu. Donc Bidi aussi n'est pas naïf. Alassane, c'est son challenger sur eux, ce n'est pas Afin Guessan. Parce que Afin Guessan part avec d'ailleurs un groupe divisé, les Gor, voilà. Donc il y a cette réalité. Donc même à chance égale, c'est pas évident. Parce que le camp Gbagbo, beaucoup ne sont même pas allés chercher les cartes d'électeurs. Donc ils ne peuvent même pas voter parce que comme Gbagbo n'est pas rentré, on va aller voter pourquoi. Donc, il y a cette réalité aussi qui est là. Donc c'est des gens qui... Ce qui fait qu'ils jouent leur va-tout. Donc Bédié n'est pas naïf, il sait ça. Donc il surfe également sur cette vague. Donc Alassane aussi sait. Mais Bédié s'est fait prendre dans le piège, dans la révision, dans la modification constitutionnelle. Quand on a sauté l'âge et croyant avec bonne foi que Alassane va plus être candidat, il s'est dit c'est mon boulevard, c'est ma chance. C'est là où aussi lui s'est fait avoir. Donc la réalité aussi c'est que c'est des gens qui ont joué un jeu, qui sont retombés dans leur propre piège et qui sont en train maintenant de se débattre pour s'en sortir. Il fallait clairement accepter de plafonner, de limiter l'âge. C'était à 75 ans, ça avait été évoqué. Aujourd'hui, ni lui ni Alassane ne pouvaient acte de candidature. Mais le fait de lui avoir vendu qu'on ne va pas mettre une limite d'âge et qu'Alassane a annoncé qu'il ne va pas être candidat, il s'est dit c'est mon heure. Donc il s'est fait prendre aussi dans son propre pied. Cette réalité aussi qui est là, donc c'est quelqu'un qui est gêné aujourd'hui. L'autre regard par rapport à tout ce qui se passe, l'attitude de l'opposition. L'attitude de l'opposition. L'opposition appelle au boycott, mais c'est sûr que comme la machine est déjà lancée, l'opposition sera sur la liste. L'opposition aura même, des gens même vont voter pour l'opposition. Parce que si les élections ont lieu et comme ils sont sur le bulletin, il y en a qui vont aller voter, même s'ils appellent le boycott. Ça, même si ça va être une ou deux personnes, c'est pas sûr que des gens n'iront pas et puis voter. Justement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent pour l'opposition d'accepter la proposition, mais en demandant un temps de mise en œuvre, ce qui va conduire certainement à une transition ou au report de l'élection, plutôt que de dire qu'on n'est pas intéressé? Oui, mais justement, parlant de report de l'élection, il y a toutes les conséquences qui vont avec. Si au soir du 31, la Côte d'Ivoire n'a pas de président, et donc pour respecter le délai légal
prescrit par la Constitution. Je ne connais pas bien la Constitution ivoirienne. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit. Il veut dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit en termes de comment on appelle ça, en termes de transition. Mais effectivement, ça a été évoqué, ça a même été demandé. Maintenant, Alassane aussi n'en voulait pas. Réagissez rapidement. Oui, mais écoutez, Alassane, il est en train de mettre tout en œuvre pour avoir ses élections le 31. Il a un boycott actif auquel il est en train de faire face. Il sait que les localités qui sont acquises à l'opposition, il n'aura pas de vote là-bas. Alors qu'il a besoin aussi d'un taux de participation qui est quand même assez intéressant, qui légitime aussi la démarche dans laquelle il s'est lancé. Donc c'est un peu dans cet antagonisme qu'on est. Mais pour Alassane, il n'est pas du tout question de partir après le 31. Ce n'est même pas possible. Il ne faut même pas rêver de cela. Le 31, il aura ses élections. Et puis le 31, il sera peut-être face à Kakabe seul. Et puis, comme Bernard le dit, certains vont pouvoir voter pour l'opposition. Mais ça encore, il faut revoir. Parce que là où l'opposition a ses fiefs, je ne suis même pas sûr que les unes pourront y parvenir. Ce sera ça la réalité. Donc quand vous parlez de report et de transition, je me demande si vous écoutez souvent Alassane, quoi. Il ne faut pas rêver, vous le dire. D'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Geoffroy Baha, merci à Ben Abougma, merci à l'équipe de réalisation, à la radio et à la télé. Merci mesdames, messieurs, à vous surtout qui nous suivez du lundi au vendredi pour cette émission du tribunal de l'actualité. Nous sommes vendredi, donc c'est la dernière convocation. On va vous retrouver lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.